Bon, je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Juliette de la Rochefoucauld. J'étais avec vous hier. Et je suis écrivain normalement au sujet des dessinateurs de bijoux ou de haute joaillerie contemporains. Et je suis ravie d'être ici parmi 4 grands experts. Donc, nous avons Estelle Fallet à ma droite, qui est la conservatrice en chef, domaine horlogerie, émaillerie, bijouterie et miniature des musées de Genève. Ensuite, et elle a été responsable pour de nombreuses expositions sur ces sujets et elle est très concernée au sujet de la problématique de la conservation de patrimoine dans les institutions pour les générations futures. Ensuite, nous avons Anita Porcher, qui est en jaune, qui n'a pas besoin vraiment d'introduction, en étant un des plus grands talents dans le monde de l'émail aujourd'hui. Elle a gagné de nombreux prix pour ses œuvres et elle va nous raconter un petit peu ses œuvres d'art et aussi les savoir-faire. Ensuite, nous avons... attendez... Voilà, Nathalie Marioloni, qui est à ma gauche, conservatrice du Musée international de l'horlogerie. Elle est curateur pour l'exposition fascinante qui vient de s'ouvrir, l'éclat de verre, la maîtrise de l'émail. Et moi, j'ai eu la possibilité d'y aller sur le jour de l'ouverture, dimanche dernier. C'est fascinant. Il faut vraiment y aller. Vraiment, et aussi pour le musée en plus, parce que c'est vraiment très, très intéressant. Ça vaut le détour. Donc, et ensuite, à ma droite, il y a Pauline Dabrigian, excusez-moi si c'est le mauvais, parfait, bon, qui est conservatrice Fondation Bord. Elle est curateur d'une exposition qui a eu lieu, qui racontait l'histoire tumultueuse de cette quête de la couleur sur porcelaine en Chine et en France. Et donc, nous allons commencer. Et je vais commencer avec une quotation de Pauline qu'elle a écrite dans une introduction pour cette dernière exposition. Si notre œil a pris l'habitude aujourd'hui de voir une palette infinie de couleurs, se déployer sur toutes sortes d'objets, du panneau publicitaire au dessin animé en passant par l'estampe et la photographie, il n'en a pas toujours été ainsi. En céramique, comme au cinéma, la couleur a fait l'objet d'une quête, parfois longue et fastidieuse, mais souvent source d'une émulsion sans précédent. Donc, en commençant par ça, Anita, je trouve que quand même, ce serait très, très apte si c'est vous qui introduire la matière de l'émail sur métaux et ses techniques différentes. Bien. Vous m'entendez? Voilà. Alors, ce qui me semble très important, c'est de bien comprendre que l'émail, c'est du verre. Donc, c'est du cristal, de la silice qui est mélangé à des oxydes métalliques et qui vont durer à travers le temps. Et j'aime beaucoup la citation de Pauline parce que moi, actuellement, quand on me présente des projets et que je dois refaire quelque chose, on me donne comme référence cette palette de couleurs qu'ont tous les peintres. Et on me dit, c'est la référence numéro 3042C. Et puis je dis, c'est le Pantôme. Voilà, on me donne toujours la couleur Pantôme, mais l'émail, c'est pas ça. Alors je leur dis tout de suite, et c'est une façon de dire qu'effectivement, les couleurs, elles ont des propriétés. Le verre est cuit à 800 degrés et il va changer par rapport au temps de cuisson et puis par rapport au support qu'il a. Donc la couleur, pour la maîtriser, ça a été un très long chemin pour savoir quelle couleur finalement on aura.
Donc j'aime bien cette citation parce que maintenant on pense qu'il suffit de mettre un numéro de Pantone pour obtenir quelque chose. C'est pas du tout ça. Donc, c'est vraiment une des grandes difficultés. D'accord. Et en Chine, comment c'était pour les couleurs? Comment ils ont choisi les couleurs dans le passé? En Chine, et c'est ce que racontera l'exposition, qui n'a Oui, oui. pas encore eu lieu, Ah bon, mais qui va ouvrir en septembre, à partir de la D'accord. mi-septembre. Donc, D'accord. là, je Parfait. vous invite également à venir Oui. nombreux à Mhm. l'exposition. Et ce qu'elle raconte, c'est un moment, c'est un tournant justement de cette Mhm. quête de la couleur, entre une période où on a des émaux translucides qui, Oui. qui sont appliqués comme des couleurs uniques Mhm. et qui ne permettent aucun dégradé. Donc on a une petite dizaine de couleurs et tout d'un coup, en fait, alors tout d'un Et ça, coup non, c'était mais à quelle après époque? des expériences nombreuses, dans le tournant du XVIIIe siècle, D'accord, oui. la palette se développe au point d'obtenir une infinité de couleurs et ça va être possible par l'introduction d'un émail blanc D'accord. à base de plomb arsenic qui permet des mélanges, qui va permettre des nuances colorées extrêmement variées. Alors, je tourne ma tête pour voir si, à l'occasion, il y aurait Il y aura un autre. une des images qui correspond à ce que je dis. Mais, et ça, c'est vraiment un tournant chromatique dans l'histoire de l'émail en Chine, en tout cas sur la céramique. Bon, c'est intéressant, mais comment c'est à cette époque, au début du XVIIIe siècle, qu'on a commencé à avoir cet énorme changement? Quel était le rôle, par exemple, qui était joué par les jésuites dans l'élaboration de cette nouvelle palette? Alors effectivement, c'est une période qui est très intéressante parce qu'on a beaucoup d'interactions culturelles à cette époque, puisque des jésuites sont à la cour de Chine, qui ne sont pas seulement jésuites, qui sont parfois mathématiciens, astronomes, etc., et qui vont apporter toutes sortes de choses. Que ce soit des connaissances, mais aussi des objets. Et un des objets qui va devenir véritablement apprécié par l'empereur, c'est les objets en émail peint. Et on a des émaux de Limoges de la seconde moitié du XVIIe siècle qui sont aujourd'hui conservés dans les collections impériales, notamment au musée du Palais à Taipei, et qui racontent cette histoire, l'histoire de ces échanges. Et cette curiosité, ça va vraiment attiser la curiosité de l'empereur, en l'occurrence l'empereur Kangxi, qui règne entre 1662 et 1722, et qui va vraiment demander à ce qu'il y ait des émailleurs qui viennent à la cour travailler l'émail. Ce qui ne va pas se faire véritablement de suite. Il y a une anecdote assez rigolote d'ailleurs de cette période-là où, n'ayant pas d'émailleurs, on va dire, jésuites sous le coude, il demande à un graveur, en l'occurrence Matteo Ripa, et un peintre, Giuseppe Castiglione, d'aller peindre à l'atelier, puisque de toute façon, étant les deux artistes, il aimerait bien qu'ils aillent peindre sur émail. Et en fait, les deux, n'ayant pas du tout envie d'être embrigadés dans cette histoire, vont peindre tellement mal que l'empereur dira « assez, il suffit », et finalement, la chose ne se fera pas. C'est vraiment plus tard qu'on a un émailleur qui vient à la cour de Chine, mais on va dire que ce contexte-là, il illustre cette curiosité de l'empereur, et il est le contexte dans lequel vont aussi être apportés des émaux qui viennent d'Europe, non seulement des émaux donc, sous la forme brute, mais aussi des nouvelles techniques qui vont être adaptées en Chine. Et en Europe, Estelle, quand on regarde un petit peu la Renaissance, par exemple, et aussi cette époque beaucoup plus tard, 18e, quelles étaient les expériences et les expertises dans les émails qui a attiré, par exemple, l'empereur, l'intérêt de cet empereur?
Alors, Pauline a parlé des émaux de Limoges comme exemple Oui. de pièces qui sont d'ailleurs toujours conservées effectivement à la cité interdite à Pékin et qui sont ce témoignage donc du transfert quelque part, en tout cas une partie du transfert des collections qui est réalisé entre Europe et Orient. De notre côté, on va pouvoir trouver ici en Europe des émaux réalisés en Chine, mais un peu plus tard, une fois que l'agrégation ou le savoir-faire a été acquis à la cour de Chine, dans les ateliers mis en place par l'empereur. Et ces émaux, alors spécialement autour de la fabrique de Canton, sont connus et sont représentés dans nos collections à ce moment. Donc c'est pour dire aussi que cet échange se fait vraiment dans les deux sens et qu'il y a des influences réciproques. Après, évidemment, oui, bien sûr, les émaux des empereurs de Chine disons que la clientèle chinoise va beaucoup s'intéresser à l'émail peint qui est développé à Genève. Oui. Alors, au début du 19e siècle, tournant 19e, 1820-1840, c'est l'âge d'or de cette peinture sur émail appliquée à l'horlogerie. Ce qui nous intéresse et ce que le musée d'art et d'histoire de Genève peut montrer, c'est le développement de la décoration des montres et des horloges grâce à l'apport du décor émaillé. Et la peinture sur émail est une technique qui se développe spécialement à Genève, à côté de toutes les techniques comme le cloisonné qu'on va retrouver en Chine, mais le cloisonné, le champ levé, qui aura aussi beaucoup de succès au milieu du 19e siècle. Et puis, mais cet émail peint, c'est caractéristique de l'artisanat ou le savoir-faire qui a été développé à Genève, d'une part dans la fabrique de Genève, donc un émail peint appliqué à l'horlogerie, aux montres spécialement, et puis d'autre part la miniature peinte sur émail. Derrière vous, voilà, oui, ça c'est le premier exemple, c'est Jean Toutain, c'est le premier peintre qui a introduit cette technique qui va être dont les émailleurs genevois vont s'approprier pour pouvoir développer ça a l'air tellement compliqué, ce style d'émail, l'application. Et comment ça fait? Parce que ça a dû être avec beaucoup de couleurs. Alors, oui, on va retrouver l'élargissement effectivement de la palette par rapport aux émaux de Limoges qui étaient souvent dans des tons bleus, noirs, blancs, beaucoup de noir et blanc, beaucoup de choses bicolores. L'étendue de la palette, elle va être facilitée par cette technique de l'émail peint parce que effectivement les couleurs vont se multiplier et là on voit avec ce Toutain qui a apparu, c'est vraiment à l'identique la peinture sur toile, la peinture à l'huile sur toile qui est reproduite sur un autre support avec des couleurs et des liants qui vont permettre de travailler la palette différemment et de manière très subtile. Oui. Alors, et donc, Nathalie, avec l'exposition qui a lieu à ce moment, quelles sont les techniques différentes qu'on trouve dans cette exposition et comment ça nous emmène sur un chemin de l'historique dans l'horlogerie? Excusez-moi pour la prononciation. Ce serait très intéressant de savoir. Oui, alors l'exposition, elle représente, elle est vraiment fabriquée en trois parties. La première, qui avec des thématiques, des émaux, comme on les voit passer, très 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 prestigieux, aussi bien qui commence depuis l'émail de Limoges au XVe siècle, donc dans l'application d'une montre, d'un garde-temps, et en fait. Comme l'a dit Estelle et Anita, on voit une évolution de la peinture sur émail. Mais il y a d'autres techniques. Le champ levé, appliqué à l'horlogerie, donc le champ levé, le cloisonné, l'émail translucide qu'on utilise avec les paillons, par exemple, et effectivement la miniature, la peinture sur émail. J'aurais juste envie d'ajouter, et c'est là le propos de l'exposition, comme l'a très bien dit Anita, c'est que l'émail, c'est vraiment que du verre, en fait. C'est pas des pierres précieuses,
c'est vraiment des oxydes métalliques qui sont mélangés à de la silice et qui donnent la couleur. Et ce qui est intéressant de peut-être un peu clarifier, c'est que ces oxydes métalliques fondent certaines fois à différentes températures. Et donc, ce n'est pas du tout intuitif pour un peintre sur émail, comme pourrait l'être pour un peintre avec une peinture à l'huile. On n'appose pas forcément les couleurs dans un ordre intuitif. Aussi, comme l'a très bien dit Anita, la couleur apposée à froid est différente de celle qui est apposée à chaud. Et il y a toute une construction vraiment très finalement mentale d'une peinture sur émail qui est pour moi, connaissant un peu la technique, bien plus compliquée pour un peintre miniaturiste sur émail, non seulement parce que c'est de la miniature et souvent que les méthodes à disposition, les outils sont des pinceaux très minuscules à un poil, à très peu de matière, mais en plus, on n'a pas ce côté instinctif du décor. Et après, il faut vous dire aussi que chaque couleur, pour que ça tienne au support, il s'est passé au four à des températures, suivant les oxydes, justement, de 800 à 1200 degrés. Et donc, chaque passage au four, c'est un risque. C'est un risque que ça craque, c'est un risque que ça bulle, parce qu'effectivement, c'est du verre, c'est pas comme du diamant. Si on le laisse tomber, on peut plus vraiment... Ça, l'Anita en parlera mieux que moi, mais si on casse la pièce, elle est souvent irrécupérable. Donc c'est ça aussi que l'exposition veut transmettre, la difficulté. Et aussi, il y a une troisième partie de cette exposition qui parle de la thématique de la transmission, parce que c'est un métier qui est très difficile justement à transmettre. Oui, c'est très intéressant. Il y a plusieurs choses que nous voulons essayer d'aborder maintenant. C'est par exemple, Pauline nous a parlé de l'utilisation de l'arsenic comme matière dans les couleurs. Et Anita, ça c'est quelque chose que je trouverais un petit peu dangereux, quoi. Alors, pour faire certaines couleurs, on utilise aussi du plomb, on utilise différents produits qui sont toxiques. À l'époque, on ne prenait pas garde. Alors, il y a un problème actuel, c'est qu'il y a des lois qui empêchent maintenant d'utiliser certaines couleurs. Donc, certains métaux qui sont dangereux. Il y avait aussi du curare, etc., qu'on a utilisé. Par contre, les couleurs qu'on voit au 19e siècle, il y a une palette exceptionnelle avec une intensité qui maintenant ne sont plus permises de faire. Donc il y aura un problème actuel, c'est de retrouver ou ne plus avoir certaines couleurs avec certaines forces. Alors c'est quelque chose qui est préoccupant, mais qui pour moi l'est pas, parce que dans l'horlogerie, on travaille des très petites quantités. Donc, on a des lois qui ont été mises, qui sont certainement utiles, mais pour un travail de l'émail en grande quantité. Mais je peux dire qu'après plus de 40 ans de travail, j'ai testé mon sang avec les différents niveaux et que je suis en dessous d'une personne qui n'a jamais travaillé avec de l'émail. Donc, c'est c'est une question pour le futur. Pour moi, il n'y a aucun problème qu'on utilise ces matières si on fait attention et dans une petite quantité. Mais maintenant, on a aussi on a tout un aspect tellement fort sur la santé qui va peut-être empêcher de continuer à faire certaines couleurs. Maintenant, ce que disait Nathalie, c'est vrai que ce qu'il faut dire que quand on travaille l'émail, il y a 90% de connaissances et de tests et d'échecs qu'on accumule sur les différentes couleurs, et il y a 10% du travail manuel, pour moi. Je suis toujours en train de me tromper et de chercher d'autres couleurs et de m'arrêter pour tester. Donc, il y a vraiment un problème. C'est pas du tout. J'aimais bien comment Nathalie l'a présenté, l'intuition. Je peux absolument pas faire mon petit mélange et me dire la couleur elle est super, là je la mets au four et elle reste comme ça. C'est malheureusement jamais comme ça.
Il y a des couleurs qui ne se mélangent pas, il y a des couleurs qui ne se superposent pas, il y a des couleurs qu'il faut mettre en fin de travail, il y a des couleurs qu'il faut augmenter pour savoir qu'en fin de travail, elles seront plus douces. Enfin, il y a tout ce savoir de l'alchimie et de l'expérience qui est très long, mais qui est essentiel et qui fait aussi la magie. Quand on arrive au bout, il y a un contentement aussi d'avoir dépassé pour arriver à peu près à la couleur qu'on désirait avoir. Oui. Et donc, est-ce que ça, c'est un problème maintenant? C'est par exemple la transmission de toutes ces recettes d'autrefois. Est-ce qu'ils sont toujours utilisables? Peut-être Nathalie, vous pourrez nous en parler. Alors, la transmission des recettes et des techniques est un problème en soi parce que vous devriez savoir qu'il n'y a pas de formation. Aujourd'hui, l'école ne forme pas d'émailleurs, on n'a pas de formation publique. Alors, il y a des formations parfois en entreprise qui sont des fois rapides et qui peut-être ne valent pas, comme l'a dit Anita. Anita, ça fait 40 années qu'elle apprend et qu'elle s'auto en fait apprend des choses. Après, oui, il y a vraiment des secrets. En fait, l'émail 18e, 19e siècle, c'est de l'alchimie. Il y a tout un côté aussi un peu mystique où on ne travaille pas certaines couleurs ou certains métaux certains jours du mois ou de la semaine. Ça, on a retrouvé et c'est présenté dans l'exposition. Par exemple, on a... J'attends que ça... Excusez-moi. Que ça vous entendez. Pardon. Voilà. On a un fonds qu'on a retrouvé, le fonds Bourquin. C'était un émailleur des ponts de Martel, donc dans la région du haut du canton de Neuchâtel. Et cet émailleur était actif au début du 19e siècle. Et lui, donc c'est un fonds d'archives qui appartient aux archives d'État du canton de Neuchâtel, qu'on présente aussi dans l'exposition. Et lui était un émailleur très intéressant parce qu'il codait en fait absolument toutes ses recettes. Il avait inventé un langage spécial, donc des lettres spéciales avec des chiffres aussi spéciaux que personne ne comprenait. Et même à ses propres fils, parce qu'on a des correspondances, on a des lettres, le journal intime du fils qui dit « Aujourd'hui, j'ai décodé le code secret de papa » et dans un autre bouquin écrit par le fils, on a finalement le décodage de l'alphabet du père. Donc oui, c'est toujours secret, c'est toujours alchimique. Oui. Donc, Anita, vous avez des secrets, des recettes secrètes? Alors moi, je ne fais pas les émaux, je les utilise, mais je sais qu'effectivement, c'était à tel point qu'il y avait une fabrique ici à Genève très importante avec des émaux Milnet. Et quand elle a disparu parce qu'il n'y avait plus assez de demandes et qu'il n'y avait pas une suite au niveau familial, une autre entreprise allemande a acheté ce livre avec tous les secrets de fabrication des couleurs parce qu'ils avaient une palette absolument exceptionnelle. On pouvait même aller avec un papier, de l'aquarelle en disant je cherche ce bleu ou ce vert et eux étaient capables de nous fabriquer la couleur qu'on désirait. Et puis malheureusement ça a été vendu à une fabrique qui n'en a rien fait mais qui l'a gardé pour avoir le monopole. Donc, très dommage. Grande tristesse. Donc, Pauline, quel est l'apport dans les analyses physico-chimiques dans l'étude de les objets en Chine, par exemple? Est-ce que ça vous aide? Oui. Alors, je voudrais rebondir juste aussi à ce qui a été dit et faire le lien avec les analyses physico-chimiques, parce que ces histoires en fait de secrets et d'espionnage industriel, ce que nous on appelle aujourd'hui de l'espionnage industriel, en fait, c'était aussi ça qu'on voulait montrer dans l'exposition. D'ailleurs, l'exposition s'appelle Le secret des couleurs, donc elles ne disent pas toujours leurs secrets. Et d'ailleurs, pour qu'elles puissent dire leurs secrets, et les analyses physico-chimiques ont leur importance. Et ça, l'idée de comprendre comment est composée une couleur à travers les analyses physico-chimiques, ça remonte à la première
première moitié du 19e siècle en France, notamment, où la manufacture de Sèvres va demander, envoyer en mission toutes sortes de personnes. Ça peut être des consuls. C'est une époque où la présence en Chine n'est pas forcément évidente ni facile. Et notamment, l'histoire assez incroyable d'un missionnaire lazariste qui se trouve en Chine et qui va récolter toutes sortes d'émaux pour peindre sur porcelaine, les envoyer à la manufacture de Sèvres où elles sont analysées chimiquement. Donc c'est les premières analyses, c'est des analyses destructives. On ne fait plus ça du tout aujourd'hui, surtout pas avec les objets qu'on a dans les musées, mais qui passent par tout un processus pour comprendre les compositions physico-chimiques. Et nous, c'est dans la continuité, en tout cas pour comprendre historiquement nos objets, on a eu plusieurs phases d'analyse dans le courant de cette exposition, que ce soit des analyses Raman, au rayon X ou de la micro, avec des microscopes électroniques qui nous permettent de rentrer dans la matière à x50, x200. Pour, on va dire, cette dernière phase d'analyse qui est peut-être plus parlante, on l'a fait notamment pour le rose, qui est une couleur qui va se développer en Chine un peu sous l'influence notamment de l'Europe, avec une technique qui consiste à obtenir des nanoparticules d'or qui sont vont être dissoutes dans un liquide et qui va permettre l'obtention de cette couleur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec avec le microscope électronique, oui, on arrive à distinguer les différences de recettes entre l'Europe et la Chine, là où en Chine, on arrive à zoomer sur véritablement des nanoparticules d'or, parce qu'en Chine, la recette était légèrement différente et toutes les particules d'or n'étaient pas dissoutes dans l'émail. Et donc, c'était parce que c'était légèrement différent, ça veut dire qu'il y avait énormément d'expérimentation? Tout à fait. Il y a une période qui est extrêmement expérimentale avec une grande variété de recettes. Et ce qui anime beaucoup la recherche depuis une vingtaine d'années est justement de savoir positionner qu'est-ce qui est l'apport de l'Europe et qu'est-ce qui ne l'est pas, et comment parfois on n'est pas dans une transmission qui est linéaire et que parfois on a des adaptations locales de techniques que l'on pensait être complètement calquées depuis l'Europe. Et comment ça se joue pour les musées, par exemple, à Genève, quand ils font les analyses de leur collection pour dater, etc. Comment ça se marche ici en Europe? Alors, nous conservons effectivement des objets terminés, des objets finis. D'ailleurs, j'aimerais juste revenir sur l'attractivité en fait de ces techniques des mailles appliquées aux objets du quotidien, parce que vous avez vu défiler beaucoup d'objets qui sont aussi. Alors, il y a peut-être pas tellement d'images de la collection de vaisselle, par exemple, que Limoges avait beaucoup produite, des bougeoirs, des salières, des aiguières qui étaient décorées avec l'émail. Et puis l'attractivité de cette matière qui est brillante, qui est fascinante, qui donne effectivement une profondeur, j'imagine, immense d'ailleurs avec ces zooms sur les espaces. Toute cette attractivité, elle est aussi... elle est due à tous ces secrets, à toute cette manipulation si aléatoire quelque part. La part d'aléatoire est assez fascinante. Et puis, en même temps, la qualité de l'émail, c'est qu'il est quand même inaltérable, il est durable. Et ça, pour nous, évidemment, c'est un atout dans les musées pour pouvoir transmettre ces objets qui, évidemment, n'échappent pas au choc et aux cassures. Et ça arrive même sans qu'on aille provoquer un choc, parce qu'il y a certains, notamment des bleus, qui sont extrêmement délicats et sensibles aux variations de température et qui éclatent sans qu'on sache exactement pourquoi. Et ça, c'est dans la composition très compliquée et particulière de ces émaux voilà, il y a un phénomène chimique qui existe.
on le constate, mais pour notre part dans les musées, les laboratoires de restauration ou d'analyse simplement ne se sont pas penchés, en tout cas pas à Genève, sur exactement ces phénomènes et ces constitutions. Par contre, effectivement, quand on a des objets abîmés, on se pose évidemment la question, est-ce qu'on doit camoufler la pose d'un nouvel émail, un passage au feu sur des pièces 17e, 18e, c'est impossible, vous imaginez bien. Par contre, on peut camoufler parfois, même avec de l'aquarelle, pour que l'objet soit quand même présenté un peu dans son intégrité. D'autres fois, on préfère montrer l'objet avec ses éclats à côté pour pouvoir expliquer ce qui se passe, ces phénomènes. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi je reviens sur le caractère, j'allais dire inaliénable, mais oui, c'est quelque chose, ça se transmet. Et pensez aussi à tous ces portraits, je pense qu'on en a vu défiler, des portraits peints sur émail. Évidemment, c'est la grande mode et la grande vogue du 18e et encore jusqu'à l'apparition de la photographie, on va dire. Mais ces émaux peints, ces portraits peints, ça montre aussi l'attachement et le caractère très intimiste, très intime et attachant sentimental de ces portraits qui ne s'effacent pas, qui restent... voilà. Ah ben voilà, les maîtresses de Louis XIV, un point nommé. Ça montre tout le caractère particulier, spécifique, très attachant de cette matière et de ces portraits, voilà, qui ne s'effacent pas. Et je trouve que c'est assez fascinant. Non, mais c'est fascinant dans le sens qu'ils sont tellement miniatures aussi. Et le travail est extraordinaire. Alors, le travail de réduction aussi des œuvres. Il faut penser que les émaux peints, notamment, reproduisent des portraits, oui, et les montres reproduisent des scènes de genre, des scènes mythologiques. La plupart des modèles sont des œuvres peintes sur huile, peintes à l'huile. Et donc, c'est des images de très grand format qui sont vraiment réduites sur des médaillons, sur quelque chose. Et ce travail de la miniature est extraordinaire. Et effectivement, ça explique aussi le succès d'ailleurs de ces ornements qui sont attachés non seulement à des montres aussi, mais à toutes sortes de bijoux et petits objets du quotidien, les tabatières, les cachets, beaucoup de choses. Bon, on va essayer de se lancer dans le jour contemporain aujourd'hui. C'est-à-dire que la transmission vis-à-vis la prochaine génération, je crois que c'est quelque chose que nous sommes tous concernés avec. Et je crois que Estelle, peut-être vous pourrez essayer de nous faire un constat de ce que les écoles ou les montes d'école ou l'encouragement. Alors, effectivement, l'histoire de l'émail est émaillé de haut et de bas. Il y a des moments d'éclipse, il y a des changements de goût, des changements de mode qui font que l'art de l'émail disparaît, est éclipsé ou renaît. Alors, au XVIIIe siècle, début XVIIIe siècle, après le grand succès de l'application de l'émail à la montre, XVIIIe siècle, il y a un petit déclin qui va être corrigé au milieu du XIXe siècle pour arriver dans un créneau qui sera vraiment le créneau du luxe et des objets de grand luxe, où les émaux de Genève, dits de Genève, justement ces émaux dont le produit de base est fabriqué à Genève, vont trouver une réputation dans le monde entier et jusqu'en Chine. Après cette période, 19e siècle, il y a aussi un peu une baisse. D'ailleurs, l'histoire de l'émail est extrêmement liée à l'histoire des arts décoratifs en général et des goûts et des styles qui sont développés sur d'autres types d'objets. Et le 19e siècle, on sent de nouveau un passage à vide qui va être corrigé grâce à l'école d'horlogerie, d'émaillerie, pardon. Elles sont tellement associées. École d'émaillerie, les arts industriels ici à Genève, qui relance notamment la recherche dirigée sur les émaux dits de Limoges. Ces émaux un peu épais, peints, qui ont un caractère
voilà, néo-gothique à cette époque et qui relance un peu cet émail. C'est l'époque où l'école produit aussi des objets en trois dimensions, enfin vraiment des objets de forme, des vases, beaucoup de bibelots, beaucoup de choses de dimensions plus importantes. Et c'est une relance, quelque part, de ce savoir-faire, une promotion. Alors on dit souvent que ces relances, elles sont stimulées par un danger de perte, de disparition. Et effectivement, je crois que c'est un moment où les professeurs de l'école d'art se sont mobilisés pour dire qu'il faut que la classe d'émail assure la relève. Cette classe d'émail, elle va perdurer jusque dans les années 70 à Genève. Alors, effectivement, dans l'exposition de la Chaux-de-Fonds, on voit que l'école d'art, la classe d'émail s'arrête en 1918, ce qui est extrêmement tôt. Et Genève poursuit jusqu'en 1970 et Anita a eu la chance encore de connaître les dernières émailleuses qui ont passé par cette école. Bon, elles ont pour la plupart disparu aujourd'hui, mais ces classes ont veillé à cette sauvegarde, effectivement. Et au musée d'horlogerie, est-ce qu'il y a un programme de transmission pour les jeunes ou est-ce que non? C'est la question piège. C'est comme l'a dit très bien Estelle et Anita, non, pour répondre à la question très franchement, on n'a pas de programme de transmission pour l'art de l'émail au sein du Musée international d'horlogerie. On a par exemple un atelier de restauration en horlogerie ancienne, mais pas pour l'émail. L'émail, c'est vraiment un autre métier. Par contre, en 2020, les musées associés, aussi le Musée international d'horlogerie ainsi que le Musée du temps à Besançon et d'autres acteurs très importants de l'horlogerie, des métiers annexes à l'horlogerie, des métiers d'art, ont fait rentrer l'horlogerie et ses métiers d'art au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Donc ça, c'est un grand jalon et c'est une belle reconnaissance pour l'horlogerie, l'émaillerie, la gravure et les métiers associés. Par contre, dans cette introduction à l'UNESCO, il n'y a pas encore de programme de sauvetage par l'école de la formation d'émailleurs. Et oui, vous avez raison de le soulever parce que finalement, c'est bien dommage inquiétant, et oui. un peu inquiétant. Oui. Oui. C'est-à-dire que le savoir-faire, le vrai savoir-faire de la technique émail est entre les mains de très, 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 très peu de personnes aujourd'hui, dont Anita fait partie. Il y en a, ça se compte sur le doigt d'une main, je pense, même pas. Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui concerne la Fondation Bord aussi? En termes de transmission, pour nous, on a évidemment une collection qui, de manière générale, met en avant le haut artisanat, que ce soit au niveau du lac, au niveau de la préciosité découverte sur porcelaine qui sont représentées pour ce qui est de la Chine. C'est la transmission qu'on peut faire à notre échelle, mais qui reste plus, on va dire, celle qui est adressée à l'amateur féru et à l'historien, qui reste aussi, sans doute, et on l'espère, un lieu d'inspiration pour les élèves. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de faire au cours de l'exposition, en faisant participer des classes qui auront pour but de sélectionner un objet dans la fondation pour une création. Mais c'est pas on va dire que c'est au-delà de l'exposition et de cette temporalité-là, on a du mal à l'inscrire encore dans une politique générale.
C'est la médiation et au MIH, effectivement, dans l'exposition, il y a un petit atelier, on peut broyer des émaux, on peut s'approcher d'un four, on peut approcher effectivement cette ligne. C'est quelque part, voilà, c'est cette médiation qui permet aussi de rendre attentif le public à des dangers de perte. Donc, pour un étudiant qui est féru de l'émail, ils vont où? Il va où? Il va chez Anita. La première peut-être proposition que je ferai, il reste une école à Limoges où il y a une année pour avoir déjà une première initiation, une première vision des différentes techniques et des possibilités. Et en attendant qu'il y ait une volonté politique d'aider pour que ce métier ne se perde pas. Maintenant, j'aime bien signaler aussi qu'il faudrait vraiment une prise de position au-delà des entreprises qui travaillent, et vraiment au niveau politique. Et ça veut dire soit on décide qu'un métier va disparaître et d'autres vont apparaître, ça c'est le monde tourne, ou alors est-ce que c'est important de garder chez nous encore ce savoir qui a été développé après tant de siècles d'efforts. Mais pour moi, je ne vois pas d'autre solution pour vraiment réintégrer, c'est qu'il y ait une conscience qu'il y a une perte et qu'il y a une perte du savoir-faire manuel. Et pour ça, on peut regarder un peu ce qu'a fait le Japon. Le Japon qui est le pays qui a donné tout à coup en 1950, c'est le gouvernement qui a décidé d'investir pour sauver son patrimoine culturel. Vous savez que là-bas, il y a vraiment un nombre de métiers exceptionnels qui ont été au bout de ce que l'homme peut faire avec ses mains et avec son intelligence. Et le gouvernement va aider la personne qui a un certain âge, mais qui a toute l'expérience, à terminer son chemin professionnel en apprenant, en ayant des élèves et simplement sans ne plus avoir à se soucier pour sa condition de vie ou de survie. Je pense que c'est un exemple. En tout cas, ça peut être une voie. Mais pour moi, je pense que la voie industrielle n'est pas la voie qui va donner un espoir pour que ce métier continue. Même dans les sociétés de luxe, par exemple, il n'y aura pas beaucoup de suivi. Il y a un petit suivi, mais qu'il faut bien se rendre compte qu'on est dans un monde où la rentabilité a pris le dessus sur la conservation. Et puis, pour qu'un objet, on veut vendre, on veut gagner de plus en plus. Et puis, c'est un métier qui demande beaucoup plus de temps. Donc, ce que moi, j'ai pu observer, puisque je n'ai pas eu la chance d'étudier dans cette école d'art à Genève, donc j'ai dû aller avec des informations et que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes magnifiques qui m'ont qui m'ont aidé. Mais j'ai perdu le fil sur ce que je disais. Dans l'industrie, je pense que ce que je vois maintenant, c'est une industrialisation. Ça veut dire qu'on recherche de remplacer la main par des machines. Alors, c'est une voie aussi. C'est peut-être que ça va correspondre à des objets qui seront moins chers et on en fera beaucoup plus. Maintenant, moi, dans mon parcours, j'ai décidé de préserver et de travailler avec le minimum d'aide de machines. Ça veut dire avec très peu d'objets et de surtout utiliser ce qu'on a et qui nous permet d'aller quand même très très loin. Non, c'est intéressant parce que quand je suis allée à cette exposition à Chaux-de-Fonds, Nathalie, je trouve que les vidéos dans votre exposition sont très illustrateurs de ce problème et qu'il y avait un ou deux émailleuses qui en parlaient ils étaient entraînés dans les grandes sociétés pour faire un ou deux techniques pour qu'ils puissent faire très 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 bien, mais ils n'avaient pas la possibilité de s'entraîner pour faire un élargissement de leurs expériences. Alors, j'aimerais bien si vous pourrez en parler un petit peu plus au sujet de ces vidéos-là, parce qu'ils étaient très intéressants. Merci beaucoup. Oui, exactement. C'est absolument ce que vous dites. On a engagé une sociologue, une ethnologue qui a aussi, qui est réalisatrice de documentaires
Et elle a fait un travail en allant interviewer plusieurs personnes, dont aussi Anita. Et c'était important pour nous d'interviewer aussi quelqu'un qui se lançait dans le métier de l'émail. Donc c'est une personne qui commence et qui décrit justement son parcours, justement parce qu'elle n'a pas eu l'opportunité de suivre une voie que moi j'appelle une voie royale, en fait, si vous voulez. Depuis le XVIe siècle, le XVIIe siècle, c'est souvent des ateliers, des familles qui détiennent ces secrets et qui sont passés de père à père, en fait. Hein, PAIR ou PE grave RE, c'est égal. Mais les nouvelles personnes qui rentrent dans des entreprises et qui sont formées par des entreprises, elles n'ont pas forcément cette chance-là et elles sont vraiment limitées. Et c'est ce que décrivent et ce que ça veut tout dire, en fait. On est plus spécialisé dans une technique qui est de faire de l'émail, mais c'est des gens qui font un peu de tout. Ils font un peu d'émail, ils font un peu de peinture miniature, ils travaillent le luminova aussi, qui est la matière luminescente qu'on met sur les cadrans, etc. etc. Et de facto, ils sont plus généralistes et moins spécialisés. Et c'est intéressant aussi, et c'est intéressant de le présenter, en tout cas dans une exposition de musée. Oui, tout à fait, pour voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu le désarroi, je trouve. Non, je pense pas que on n'a pas du tout. Moi, j'ai pas envie de donner une vision négative et une vision triste de la perte de ce métier. C'est comme le disait Anita, je pense que c'est important qu'il y ait une volonté politique et avec les musées, pour l'UNESCO, c'était important qu'on fasse ce travail-là avec le dossier. Et maintenant, il faut qu'on arrive, par nos expositions, par le côté public aussi et le rôle des musées, de pouvoir essayer de toucher et d'aller plus loin. Et j'espère vraiment que ce sera le cas. Mais c'est très positif, c'est un challenge. Ok. Bon, mais c'est compliqué, effectivement, parce qu'il y a le niveau politique, effectivement, qui est indispensable. Et cet appui polique, ici à Genève, vous savez que le musée de l'horlogerie et de l'émaillerie a été fermé il y a 20 ans et qu'il n'a pas réouvert depuis sous cette forme permanente. Donc, ça explique beaucoup de choses, cette longue durée. Alors, c'est aussi la durabilité de nos institutions face à l'histoire, mais c'est difficile. Donc, vous trouvez que c'est aussi un problème de l'intérêt du public Alors, du public, mais aussi du milieu concerné. Moi, je renvoie un peu la balle, parce que les industriels, les fabricants d'aujourd'hui, les artisans d'aujourd'hui, viennent au musée pour s'inspirer, effectivement, pour consulter les collections, pour voir les objets, pour s'inspirer, pour retrouver aussi beaucoup des techniques anciennes qui ont été perdues, pour essayer de comprendre comment ça a été fait. Je pense à des émaux particuliers de la période Art Nouveau, Art Déco, où on ne comprend pas bien. Alors le plique à jour, ça on connaît encore, et il y a des personnes qui le maîtrisent, mais des choses plus étranges, dont on ne sait plus, les émaux de Tourette, que je trouve, voilà, c'est assez fascinant. Grâce à nos prédécesseurs qui ont su conserver ce type d'objet, on a des exemples de techniques qui nous ont échappé autrement. Et puis, mais évidemment, nous, pour le musée, on a envie d'être un outil à l'usage des artistes d'aujourd'hui, des manufactures d'aujourd'hui, pour promouvoir ce savoir-faire qui est ancré dans l'histoire genevoise. Ça paraît absolument logique d'avoir cet outil-là pour promouvoir. Et du coup, si on promeut ces savoir-faire, la transmission pourra s'organiser et être relancée. Mais ça, c'est un mécanisme qui semble être difficile à faire comprendre. Et donc, Pauline, dans votre exposition en septembre, est-ce qu'il y aura aussi des vidéos ou des expériences des jeunes qui sont en train de se lancer dans ce bel métier de porcelaine? Alors, j'avais beaucoup envie parce qu'on a travaillé aussi avec des collègues à Hong Kong qui avaient fait tout un reportage sur
les artisans qui travaillent encore aujourd'hui dans des ateliers à Canton sur la production d'émail sur cuivre. Et j'avais très envie de prendre des parties de ce documentaire et de le présenter en début d'exposition. Malheureusement, ce n'est pas possible pour des questions de droit. Mais on est en contact, en tout cas, avec des institutions qui ont eu un peu cette démarche de sauvegarde par l'image et par le documentaire et de reportage d'une pratique qui, sous certains aspects, est encore vivante. Mais malheureusement, non, je vais vous décevoir sur ce point. Donc, je crois que Anita aimerait bien nous en parler d'un ou deux techniques qu'elle utilise dans 2 ou 3 images. Donc, je demande là-bas pour mettre le premier. Voilà. Donc, Anita. Non, je ne sais pas que j'avais envie de parler de technique, mais c'était simplement pour dire que l'émail a une possibilité créative beaucoup plus grande que ce qu'on a vu et immense. C'est-à-dire que dans la peinture miniature, puisqu'on peut refaire n'importe quel tableau, alors on peut aussi prendre un tableau, peut-être pas seulement du XVIIIe siècle, mais aussi un tableau contemporain. Et là, il y avait juste un exemple d'utilisation de paillons. Il y a, je crois, 1200, 1300 paillons qui sont... Alors, oui, Nathalie me demande d'expliquer ce qu'est un paillon. Un paillon, c'est un motif qui est découpé dans une feuille d'or. Alors ici, c'est simplement des petits ronds qui sont galbés, qui sont en forme. Ils ne sont pas juste découpés, ils sont quand même en forme. Et ils vont être introduits à l'intérieur de l'émail, à différents niveaux. Ce qui fait que, là on ne le voit pas, mais qu'il y a une brillance et un éclat quand on bouge la montre. Eh bien, tout ça va scintiller, vraiment, ce qu'on n'a pas ici. Mais c'était pour donner un exemple peut-être d'une ancienne technique, mais revue avec une image plus adaptée à notre monde actuel. Donc voilà pourquoi je pense qu'il y a quand même un bel avenir dans l'émail, avec tout ce qu'on a dit. Et Nita, vous m'en avez parlé avant, l'idée que pour essayer de donner un petit peu plus de vie à ces paillons, vous avez parlé des différents niveaux ou des différents étages de feu. Non, ils sont simplement posés à différents niveaux, mais là, c'est un autre exemple où c'est une peinture, j'ai refait la technique de la peinture miniature, mais pris d'une photo qui était sépia. Et donc là, on va dans des roses, bruns, orangés, mais en restant monochrome quand même. Mais par contre, le ciel est fait avec la technique... avec l'eau, en fait, n'est pas du tout... J'ai 2 techniques différentes. Ce n'est pas la peinture miniature que j'ai utilisée pour faire le ciel. Ce qui donne un contraste et quelque chose d'un peu différent. Comment ? Alors, le fond, c'est de l'émail, mais c'est une technique simplement, comme avec les cloisonnés, parce que, on n'a pas développé les différentes techniques, mais en peinture miniature, on utilise de l'huile comme alliant à l'émail, donc on va le déposer d'une façon extrêmement précise. Alors que dans les cloisonnés, dans d'autres techniques, l'émail est mélangé à de l'eau, donc il va pouvoir se diffuser. Donc là, il y a deux ambiances quand même un peu différentes, ce qui me semblait intéressant pour ne pas retomber dans quelque chose qui aurait pu être un petit peu vieillotte. Voilà. Le support est en métal, hein, c'est pour ça. Je pense, voilà, c'est ça. Toujours. Alors le métal, là, c'est peut-être de l'or. C'est de l'or. Voilà. C'est toujours de l'or. C'est du luxe. Dans l'horlogerie. Et donc, le dernier photo. Là, c'était plus. Non, c'était avec un tigre où il y avait un mélange très important du cloisonné et tout. Donc, là, c'est une miniature. Mm-hmm. Donc, je crois que si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire entre nous 4, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous poser comme question? Mais je vais peut-être juste dire, puisqu'on avait eu un moment un peu dépressif, comme ça, où tout s'arrêtait, que voilà, moi je n'ai pas eu cette filière royale.
je n'avais pas d'école et en plus l'horlogerie s'intéressait plus du tout à l'émail. Puis je suis toujours là et j'en fais, donc voilà. Donc, mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous avez devant vous 4 experts, donc il faut absolument en parler. On m'entend, oui. Je me présente Herbert Horowitz, bijoutier joaillier. J'ai eu la chance de vivre à l'École des Arts Décoratifs de Genève lors des dernières années de la section d'émail. J'ai terminé en 1970. Et j'ai plusieurs amis qui ont eu la chance de suivre aussi cette section. Et il m'a semblé, en tant que joaillier, que beaucoup d'entre elles se perdaient un tout petit peu dans des domaines. C'était une époque où on voulait faire des choses en grand, où on voulait s'éclater. Et on s'est mis à faire beaucoup d'émail sur cuivre. Et à ma connaissance, l'émail est une technique qui prend énormément de temps. Et pour pouvoir vivre, à mon sens, elle doit être faite sur un support précieux. Et pour s'en sortir, et justement, l'industrie, je dirais, qui fournit le plus de travail est l'horlogerie. C'est l'importance de pouvoir suivre avec les gens de l'horlogerie et de recréer ces choses-là. Maintenant, d'un autre côté, si moi, en tant que bijoutier ou bien un horloger, décide de faire un objet en émail à l'heure actuelle, à qui doit-on s'adresser, si ce n'est à Anita? Mais il y a très peu de gens, et comme il y a peu de gens, on se tourne vers d'autres techniques. Donc voilà, c'est un tout petit peu le serpent qui se mord la queue. Oui, tout à fait. Il faudrait pouvoir former du monde pour qu'il y ait des possibilités. Tout à fait. Et pour former du monde, il faut leur fournir du travail, donc il faudrait qu'il y ait des demandes. Oui. Voilà. En tout cas, de mon côté, j'ai quand même formé 5 personnes. Voilà, si ça peut vous... Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, OK. Monsieur, est-ce que vous pourrez remettre le boucle, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous avez envie de... Donc, bon, chacun reconnaître ce qu'il voit. Chacun sa photo. Voilà. Alors, bon, là, ça va vite, ça va trop vite. On peut le ralentir un tout petit peu? C'est gentil, merci. Alors là, c'est un exemple d'un cadran cloisonné. Donc, une technique bien connue aussi en Chine. Donc, d'après un tableau du douanier Rousseau. Là, c'est une photo de mon atelier avec vraiment la technique de la peinture miniature traditionnelle, etc. Il y a pas... Voilà. Là, c'est une des pièces qui sera présentée à l'exposition et qui montre aussi des essais produits par la manufacture de Sèvres pour imiter certaines couvertes chinoises, en l'occurrence une couverte qu'on appelle le flammé ou flambé. Et quand je vous parlais de ces missions qui étaient envoyées en Chine pour rapporter des échantillons ou parfois des objets, avec l'importance de l'étiquette qui donne le nom en chinois de la couleur de la couverte, de manière à aussi intégrer la nomenclature chinoise dans la connaissance en Europe. Et ces étiquettes, elles ont pour certaines été rassemblées dans des albums où là, vous avez une page qui concerne toutes les... alors qui concerne moins la couleur et l'émail, mais dans les pages suivantes, il y en a les pâtes à porcelaine, à savoir les différents degrés de préparation, de la terre brute à des pâtes prêtes à être cuites.
Et donc ça, d'autres étiquettes rapportées par une personne qui s'appelle Jules Itier. Et c'est une des rares dans laquelle on a encore la marque de la poudre, on va dire, colorée, à imprimer véritablement le papier, parce que le reste, on n'a plus que les caractères chinois pour savoir de quoi il était question. Donc un exemple de pièces émaillées sur porcelaine plutôt tardive, donc époque Daoguang, entre 1820 et 1850. Et ce rose dont je vous parlais, qui est si spécifique à ce tournant chromatique dans les premières décennies du XVIIIe siècle en Chine. Une des pièces sur lesquelles on a fait des analyses microscopiques, on a trouvé un gros paillon dans le dernier caractère en bas, voilà. Et la chance qu'on a eue d'avoir des collaborations aussi internationales, j'en profite pour remercier Philippe Colomban, chercheur au CNRS, qui est venu aussi avec Michele Tironda de la société Bruckner pour analyser nos pièces. Ça, c'est les fameux carnets avec le code secret, donc de cet émailleur, de ce fond benoît que j'évoquais tout à l'heure. Et là, sur la page de gauche du livre qui est ouvert le plus bas, on voit qu'il y a une description de fondant en caractère tout à fait illisible. Et sur le haut du livre qui se trouve tout à gauche en haut, il y a A, B, C, D, E et la correspondance avec le décryptage, en fait. Voilà. Ça, c'est l'entrée de l'exposition temporaire au Musée international d'horlogerie. Voilà un exemple de ces émaux exploités au début de la période Art déco, Art Nouveau, qui donne une profondeur, une opacité, aussi une exploitation d'opacité qui est absolument extraordinaire et qui a intéressé beaucoup de manufactures, d'horlogeries, qui sont venus voir ce type d'objet. C'est un petit peu similaire de l'émaux en risaille. Oui. Là, c'est une production de limousine de Limoges avec Camille Faure qui produit des émaux opaques. Alors c'est du grand format, c'est sur cuivre et c'est des objets de décoration qui ont été développés beaucoup à la période Art déco. Ici, on fait un saut dans le temps et dans l'espace, puisque ce sont deux pendules à automate et à musique qui ont été fabriquées à Canton et dont les émaux proviennent de la manufacture de Canton. Cette attribution a pu être vérifiée grâce à plusieurs visites à la cité interdite à Pékin, qui a permis de confirmer que les objets que nous avons au musée de Genève sont bien de provenance chinoise. Donc, preuve de l'acclimatation de ces savoir-faire dans les ateliers mis en place par l'empereur. Et donc, avec ces émaux dits de Canton, qui ont fait la réputation d'ailleurs de la région et qui sont introduits ici dans un... Alors, ce sont des objets un peu hybrides parce que les mécanismes sont très probablement anglais d'origine. Les mécanismes à musique, jeux de cloches sont de fabrication européenne, mais tout le bâti est réalisé en Chine. Ça, c'est un exemple d'un bijoutier Fabrice Schaeffer qui travaille aujourd'hui en ville de Genève et qui utilise l'émail pour associer ici à du titane pour pouvoir proposer un renouvellement de cette technique appliquée à la bijouterie. Il faut dire que, j'ai peut-être pas insisté, mais c'est vrai que l'intitulé que vous donniez de ma fonction horlogerie, émaillerie, bijouterie, miniature montre bien qu'à Genève, tout est étroitement associé et que les bijoutiers d'aujourd'hui continuent à cultiver ces mélanges. Voilà, pareil ici pour un peigne. Alors là, il est plus ancien, il date du début des années 70, 1970, mais un peigne en or qui cultive.
l'association émail et perle. Et ça, c'est aussi très important parce que l'émail est facilement et aisément associé à d'autres techniques, et notamment les perles pour l'horlogerie. Les perles, les diamants, les paillons, effectivement, sont souvent associés à l'émail lui-même. Ça, c'est une pièce allemande du début du 19e siècle. C'est un serpent articulé qui possède voilà, ce décor. L'Allemagne, Pforzheim notamment, est une place importante pour la bijouterie, mais aussi pour l'émail. Et c'est vrai que l'émail, en même temps qu'il se développe à Limoges, se développe également en Allemagne. Il ne faut pas oublier cette partie aussi. On peut presque dire que ça s'est inspiré le Serpentis de Bulgarie. Chut, pas de nom. Effectivement. Là, bon, des exemples de peinture sur émail. Alors, pour rebondir aussi sur le fait qu'on utilise du cuivre ou de l'or, à gauche, on a une montre qui est en cuivre et sur lequel on a appliqué l'émail peint. Et puis, à droite, l'émail sur or. Et une spécialité également genevoise, c'est allemande aussi, mais genevoise qui surgit à partir de 1780, c'est le fondant. C'est cette couche, cette glaçure très, très transparente qui permet de protéger à la fois les peintures et puis qui donne un fini exceptionnel, une brillance exceptionnelle aux émaux. Voilà, ça c'est simplement des contrastes, c'est pour le plaisir de nos yeux entre des techniques. Effectivement, à gauche, ça évoque le cloisonné. Ce n'est pas du cloisonné, c'est du champ levé aussi. Et puis à droite, une petite montre qui est cachée dans voilà, sous l'aspect d'un papillon. Voilà, 19e siècle, c'est la grande époque, l'âge d'or de la peinture sur émail à Genève, associée ici à la bijouterie. Donc des souvenirs destinés aux touristes qui font le grand tour et qui découvrent Genève et la Suisse et qui rapportent ce genre de pièces chez eux. Et on l'appelait le émaux Genève. Alors, émaux de Genève, oui. Alors, la littérature parle de ces émaux de Genève comme étant typiques justement de la peinture sous couvert, enfin, avec ce fondant de Genève. Par contre, aujourd'hui, quand on parle émaux de Genève, beaucoup de personnes s'interrogent, me disent mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, on n'en connaît plus la trace. Donc effectivement, aussi il y a encore un signe de cette réputation qui a, voilà, et grâce au musée, effectivement, on peut faire. Ici, j'avais juste fait un zoom sur un cadran de montre dont les cartouches sont en émail pour dire qu'effectivement, il y a les émailleurs de la fabrique travaillent à la fois sur les cadrans, sur les boîtes. Et puis d'autre part, il y a les miniaturistes qui travaillent sur des portraits ou des scènes de genre. Tabatière, alors là aussi, c'est le rapprochement ou le modèle qui est tiré d'une peinture, je pense que c'est Angelica Kaufmann qui a servi de modèle, et puis voilà, qui est reproduit en petit format. C'est entre nous deux. Non, en fait, on est très heureux pour l'exposition en septembre de présenter. Et je pense que c'est la première fois qu'elles sont prêtées des émaux de Canton qui font partie de la collection de la Fondation Zuboff et qui vont être d'ailleurs restaurées pour l'occasion. Donc ça vous donne un exemple de ces émaux de Canton au XVIIIe siècle, tels qu'ils ont parfois aussi pu s'adapter à des formes, pour le coup, proprement européennes, ici une verseuse et son bassin. Dans la continuité, donc un plat qui se trouve aussi à la Fondation Zuboff. Là, recul dans le temps, c'est Limoges, XVIe siècle, avec une œuvre religieuse, voilà, mais qui est typique aussi dans ce chromatisme qu'on a repéré
voilà, qui a été source d'inspiration aussi pour toute la partie néo-gothique, revival de la fin du 19e siècle à Genève. Tout on en a parlé, donc reproduction d'un plafond complet peint dans le château de Versailles en petite dimension. Ça, c'est un émail de Limoges aussi. C'est une montre bassine, en fait. Et c'est aussi... c'est un émailleur qui a signé, en fait. C'est particulier parce que les émaux de Limoges sont très peu signés. Mais là, c'est signé Jean Limousini. Donc, Jean Limousin. Et c'est une scène aussi biblique faite en émail de Limoges. Ça, c'est une partie de l'exposition, quand vous viendrez voir au MIH, une partie didactique où on peut s'essayer justement au geste et finalement au broyage des émaux dans un mortier. Et également, on a pris des cartouches qu'on avait dans nos collections au musée d'horlogerie et on les a transférées. C'est une designer qui les a transférées sur tablette pour qu'on puisse ensuite apposer les couleurs et faire nous-mêmes nos dessins à l'aide d'une tablette. Ah. Ça, c'est une pièce très, 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 très spéciale à mes yeux, en tout cas, et aux yeux du Musée international d'horlogerie qu'on a eu l'occasion d'acquérir l'année passée. On a parlé de ces derniers émailleurs de l'école de Genève. Vous avez dû connaître Suzanne Rohr et Carlo Poluzzi. Et ça, c'est une pièce en fait où les deux signatures sont apposées. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, tout en bas, voilà, Rohr Poluzzi. Et c'est absolument exceptionnel et très, très, très rare déjà d'avoir une signature sur une peinture sur émail, mais d'avoir deux signatures. Donc, on a le maître et le disciple. Il faut savoir que Suzanne Rohr a été le disciple de Carlo Poluzzi pendant 28 ans et qu'il l'a adoubé avec cette pièce. Et c'est grâce à nos recherches et surtout grâce à Anita qui connaît encore très très bien Suzanne qu'on a pu avoir plein d'informations. Et d'après ce que j'en sais, c'est une pièce très importante pour Madame Rohr et pour laquelle elle a beaucoup d'affection. Et c'était vraiment une chance inouïe pour nous de pouvoir l'acquérir au sein de notre collection. Oui, dire qu'elle a deux faces. Oui, elle a une maternité de l'autre côté. Et c'est une montre compliquée puisqu'il s'agit d'une répétition minute et calendrier perpétuel. Voilà. Ça, c'est le très, 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 très fameux miroir à oiseau chanteur des frères Rochat qui illustre, selon moi, la quintessence de ce qui se faisait de plus beau dans les techniques, différentes techniques à poser et de la miniature sur émail, qui correspond à cet âge d'or aussi de Fabrice Denvoise et qui mêle aussi et qui transmet une histoire par rapport au voyage de l'émail, puisqu'il y a une vue du Bosphore et on sait que ces émaux étaient voyageurs dans le sens où le marché turc et le marché chinois étaient très très friands de ces émaux. Et c'est une des pièces maîtresses de notre exposition qui appartient au musée du Château des Monts au Locle. Ça, c'est aussi une partie de l'exposition où on a une vitrine thématique sur les émaux translucides, justement, avec des exemples de paillons et de gravures, en fait, de guillochage, et où on voit ces guillochés qui sont utilisés pour les émaux, pour la mise en valeur des émaux translucides aussi, ou plutôt le contraire. Ça, c'est une pendulette et un encrier Cartier, donc un objet de forme. Là, je fais normalement un speech en Fabergé et Cartier qui se... Voilà, vous connaissez tous le grand Fabergé. Ces guillochés, ces émaux, ces types de couleurs étaient très suivis aussi de Cartier qui produisait plus ou moins dans les mêmes temps. Ils se copiaient un peu entre eux. Donc ça, c'est un encrier de 1908 signé Cartier qui est sublimissime, qui est très 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 beau. Là, c'est un exemple de pose d'émail sur une gravure un peu en forme.
et puis un fond qui est enlevé, mais qui était intéressant parce qu'on a un petit peu 3 dimensions. Je vous en ai parlé précédemment. C'est fini. Donc, C'est un bijou de Ralph Baker qui retravaille effectivement aujourd'hui l'émail, qui a appliqué sur cette bague en anneau constituée d'anneaux avec de l'émail blanc effectivement, et qui est aussi qui relance un petit peu le niel. On n'a pas parlé de cet émail noir, le niel, qui était très nocif et dont la fabrication a été abandonnée, voilà. Et donc, ce niel, il est adapté aux conditions d'aujourd'hui, conditions sanitaires d'aujourd'hui, mais il est reproduit, il relance cette technique. Le bijou contemporain s'intéresse à l'émail. Oui. donc monsieur. Une question pour revenir à propos des couleurs. Est-ce qu'il y a des couleurs ou des tonalités qui sont venues avec l'émaillerie? Et est-ce qu'il y en a qui seraient rentrés un peu en mode aussi avec ces échanges par rapport à la Chine? Est-ce qu'il y a eu du nouveau par rapport aux couleurs? Depuis quand vous dites du nouveau? Vous parlez du 7e siècle, du 9e Alors, siècle, et un grand changement? J'ai perdu le début de la question en fait. J'ai été en contact récemment avec les travaux de Michel Pastoureau qui travaille sur l'histoire des couleurs. Donc c'est m'est venu comme question si ces techniques nouvelles, cet apport du fer, par rapport au végétal, est-ce qu'il y a eu de nouvelles couleurs, de nouvelles tonalités qui sont apparues plus fréquemment et qui sont peut-être passées à la mode? Je ne sais pas dans quelle temporalité vous vous positionnez, mais en tout cas pour ce qui est du 18... Enfin, là où on va vraiment avoir une extension de la palette en Chine, ça va être le XVIIIe siècle. Du fait de tout le contexte qu'on a retracé brièvement et par rapport aux véritablement nouvelles couleurs, il y a une archive qui est très importante en Chine dans la fin des années 1720 qui dit, voilà, les couleurs venues d'Europe sont celles-là, les couleurs que nous avons inventées dans les nouvelles couleurs de cette dynastie sont celles-ci, etc., etc. Et c'est des listes entières de nouvelles couleurs qui sont élaborées à cette période. C'est vrai que le rose est très emblématique. Pourquoi? Parce qu'il va prendre une place aussi très importante sur les objets. Le blanc aussi, parce que c'est lui qui permet les mélanges et c'est lui qui permet les nuances, en fait. Quand je vous parlais d'aplats colorés uniques sur toute la céramique avant la seconde moitié du XVIIe siècle, c'était vraiment un rouge, un vert, et si on avait un vert d'une teinte différente, il était positionné à côté et non pas par-dessus. Là, on a vraiment un mélange qui est possible, et la palette devient infinie. Sur certaines pièces qu'on aura le plaisir de présenter à l'exposition, on a des ailes de papillons qui passent dans des camailleux absolument époustouflants, allant du rose au marron, enfin, dans des dégradés qui sont vraiment exceptionnels. Mais je pense que toutes ces histoires d'extension de la palette colorée, puis de perte, puis de redécouverte de secrets, ça marque finalement toute l'histoire qui n'est pas du tout propre à la Chine, qui est assez universelle de ce haut artisanat et de la manière dont il est soutenu ou pas, en l'occurrence pour le XVIIIe siècle par les empereurs, parce qu'il y a une vraie quête en fait, et qui était... Qui fait que aussi des ateliers ont été ouverts au sein même de la cité interdite. Des surintendants des travaux ont été envoyés à la capitale de la porcelaine, à Jingdezhen, pour contrôler la production. Donc ça peut avoir une résonance, on va dire, actuelle dans la manière dont ces technologies sont à certains moments
poussé vraiment à un sommet de raffinement aussi parce qu'il y a une recherche qui est soutenue. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Moi, je dirais juste, la question est très intéressante, voir l'invention d'une couleur, effectivement, de quelque chose. Il faut penser aussi que c'est la nature qui est souvent la référence, et on s'approche et on cherche à imiter la nature, et donc dans toutes ses nuances. Mais effectivement, ce type de recherche, moi, je me suis pas posé la question, en fait, de savoir à quel moment une nouvelle couleur apparaît. Mais c'est intéressant. Merci d'avoir soulevé la chose. On sait à peu près aussi, on n'a pas parlé des émaux russes, on n'a pas parlé qui sont très importants, mais on sait que l'atelier de Karl Fabergé, actif à la fin du 19e siècle et tout début du 20e siècle, a été aussi très 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 important, notamment dans ses recherches de couleurs sur les émaux translucides. Et ils avaient une intensité toute spéciale que justement Cartier essayait beaucoup de copier. Et voilà, là, c'est un autre sujet. Fabergé, c'est un sujet en soi, mais il y a ça aussi comme élément de réponse plus tardivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, on a eu le monsieur qui parlait du point de vue... Oui. Vous m'entendez? Oui. On a eu le monsieur qui parlait du point de vue de la joaillerie, et je remarque personnellement qu'au niveau de la dénomination émail, il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a plein de bijoutiers qui prétendent vendre des pièces émaillées, mais qui ne sont pas du tout de l'émail, c'est du plastique qu'il y a dessus, même si la pièce elle-même est en or. Alors je me demandais, est-ce qu'il n'y a jamais eu une tentative de protéger la dénomination émail? Pas en Suisse. Voilà, exactement. En France, c'est protégé, mais pas en Suisse. Ah, c'est protégé en France? Oui. Oui. Il y a une différence entre l'émail chaud et l'émail froid. L'émail à froid, oui. Mais l'émail à froid, c'est pas vraiment de l'émail. Oui, c'est déjà un petit mensonge. Oui, peut-être juste un petit complément. On n'a pas parlé du plique à jour. Ce qui fait la différence, dans le fond, c'est le fond entre le cloisonné et le plique à jour. Et puis, comment on le fait tenir s'il n'y a pas de fond? Alors, le plique à jour, effectivement, on n'en a pas parlé parce que c'était très peu utilisé. Ça a été utilisé en joaillerie avec la lique, mais pas dans l'horlogerie. Parce que pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait de la lumière qui puisse passer. Donc, il faut des plaques assez épaisses et l'émail va tenir sur la tranche, sur l'épaisseur du métal. Et petit à petit, on remet jusqu'à qu'on puisse combler le trou, en fait. Mais il est vraiment mis en évidence quand la lumière peut passer à travers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, j'ai une question pour tout le monde ici. Pourquoi l'émail blanc était si tardif? Alors, c'est-à-dire qu'il sert de support. Avant d'être, voilà, il apparaît comme support, chaque médaillon émaillé depuis le XVIIe siècle. Et la peinture sur émail, dans le fond, est basée sur un fond blanc. Et ensuite, on apporte des couleurs, mais ça existe, mais c'est pas visible. Et probablement, ben oui, ça vous a frappé de le voir sur une bague actuelle. C'est vrai que ça frappe. Oui, c'est juste. Mais il est discret. Il existe, mais il est très discret. Bon, grand merci à tout le monde d'être venu avec nous et un grand merci à Anita, Nathalie, Pauline et Estelle. Vraiment, merci, c'était fascinant comme conférence, une grande table ronde. Merci. Merci.